grands lycées nationaux, dans les grandes villes, dans les laboratoires de recherche, c'est du négationnisme pur et simple. On vous met sur 1000 pages, il y a un paléontologue dans la salle, il pourrait témoigner, on vous met un fossile, plein de photos, et puis on vous met un actuel. Et on vous explique, regardez, le fossile et l'actuel sont les mêmes, il n'y a pas d'évolution. Non mais c'est aussi, c'est puissant. En fait, c'est plus puissant que ça. Comment un animal qui aurait des 100 millions d'années, un chien, un chat, un léopard, un lion, serait exactement le même qu'aujourd'hui? Là, nous avons devant nous un scientifique, en train de regarder les livres de Haroun Yahya, par exemple, qui montrent qu'il y a des fossiles qui datent de soi-disant des millions, des milliards d'années dans le passé, et que ce fossile serait exactement, les animaux qui seraient des millions d'années seraient exactement les mêmes qu'aujourd'hui. Où est l'évolution? Si tout se transforme, s'adapte, se transforme d'une espèce à une autre, pourquoi ces animaux n'ont pas évolué? Pourquoi c'est toujours les mêmes? Pourquoi les chiens font toujours des chiens, les chats font des chats, les oiseaux font des oiseaux, les chevaux font des chevaux, n'est-ce pas? Il n'a pas répondu à la question. Et c'est risible. C'est risible quand on voit... C'est pas risible du tout, parce qu'apparemment c'est plutôt risible les scientifiques qui n'arrivent pas à répondre à une question. Par exemple, l'actuel qui vous est montré, c'est un ver annélide, et le fossile qui vous est montré, c'est un échinoderme, c'est une crinoïde, c'est proche des étoiles de mer. Donc là, le fait de montrer un exemple où ils ont peut-être fait une erreur n'excuse pas le fait qu'il y ait des milliers, des centaines de milliers de fossiles qui sont les mêmes aujourd'hui qu'il y a des millions d'années, sur des dizaines de millions d'années. Donc pourquoi? Ils commettent en plus des fautes de zoologie ou de systématique énormes. Ils vous montrent des bestioles comme identiques, mais elles n'appartiennent même pas au même embranchement, si vous voyez ce que je veux dire. C'est le capitaine de l'embranchement. Indépendamment des fautes factuelles, c'est surtout la faute épistémologique, à mon avis, qu'il faut pointer. C'est qu'il y a un programme politique derrière. Moi, je pense qu'il y a plutôt un programme politique pour tous les évolutionnistes, n'est-ce pas? Dans le livre The Evolution Control, il nous est dit que le club X, les 9 qui étaient en pouvoir de la science au temps de Darwin, ont choisi de détruire Dieu de la science. Et on voit bien dans Wikipédia, vous mettez Loge d'Orient à Paris, et François Mitterrand, le livre qui était étudié par les politiciens français, c'était le livre de Darwin pour matérialiser les masses. Ces organisations qui veulent instrumentaliser les sciences à leurs besoins. Et Haroun Yahya, bien sûr, on voit dans le dernier chapitre... Là, il est en train de dire instrumentaliser les sciences. C'est comme si la science, c'était l'évolution seulement. Personne n'a jamais dit ça. En fait, le mot science, vous mettez dans le Larousse, ça veut dire connaissance. Le mot science n'a jamais voulu dire évolution. L'évolution, une fausse doctrine, a été mélangée à la vraie science qui était la connaissance. Et maintenant, les gens y croient que la science veut dire l'évolution. Que c'est la vérité du Coran qui est promue. La négation des sciences est au service d'une vérité inscrite dans le Coran. Et l'antidarwinisme s'exprime dans ses facettes les plus exubérantes lorsqu'on rend Darwin, par exemple, à une des pages de son ouvrage, mais vous irez voir sur son site web, responsable de la chute des Twin Towers, responsable du nazisme et du stalinisme. On a les trois motifs qui se... Alors, plus sophistiqué, la mimétique de la science. En 1969, un ingénieur et un pharmacologue américain se disent le créationnisme négateur, on constate bien qu'on n'arrive plus à remporter l'assentiment des classes moyennes américaines, donc il faut... En 1960, les classes moyennes américaines commencent à faire confiance à la science. On peut plus pointer quelqu'un en disant ce que racontent les scientifiques, c'est des bêtises. Donc, changement de stratégie, Maurice et Gish disent vendez plus de science. Vendez la preuve scientifique de la vérité du texte sacré, disent-ils. Et donc on a une entreprise qui consiste à prouver scientifiquement ce qui est écrit dans la Genèse biblique. Alors il y a une programmatique. Si ce qui est dans la Genèse n'est pas scientifique, donc comment cette organisation pourrait survivre et comment ce seraient des gens qui sont scientifiques, biologistes, anatomistes, astrologues, etc. De la découverte, il faut prouver que les couches sédimentaires se sont déposées de manière synchrone pendant le déluge. Il faut prouver que les trilobites ont vécu en même temps que les hommes, les dinosaures en même temps que les hommes. Oui, on a trouvé quelqu'un a retrouvé au Colorado un fossile de trilobite sous une sandale. Comment ça se fait qu'une personne aurait écrasé un trilobite, n'est-ce pas? Un animal qui aurait supposément vécu il y a des millions d'années. Il faut prouver qu'il y a simultanéité
il y a coupure irrémédiable entre ce qui est un singe et ce qui est un homme. Alors bon, il y a toute une liste comme ça. Quelle est la preuve que le singe et l'homme seraient. Que l'homme descend du singe? Il n'y a aucune preuve du tout. Juste parce qu'il y a beaucoup de chromosomes ensemble. C'est comme dire que la Peugeot 205, la Peugeot 305, elles ont évolué. Eh ben non. Le même constructeur, Peugeot, a utilisé les mêmes matériaux pour faire les deux voitures. Et donc il y a une programmatique de la découverte, et je sais qu'il y a beaucoup de scientifiques dans la salle. Je n'ai pas besoin de vous dire que s'il y a une programmatique de la découverte, il ne peut plus y avoir de science. En tout cas, pas de science fondamentale. D'évolution. Il ne peut plus y avoir d'évolution parce que ce n'est pas la science. La science, c'est. Le plus grand scientifique, c'est Isaac Newton. Le plus grand scientifique était créationniste de 6 jours. D'autres scientifiques, que ce soit Pascal, Pasteur, Mendel, Agassiz, etc. C'est tout, toute la base de la science moderne vient de ces gens-là qui sont tous des créationnistes. Dans toute la science, c'est ce qu'on peut tester, démontrer, prouver. Et l'évolution, donc c'est juste le Big Bang, millions d'années, transition d'espèces, il n'y a aucune preuve pour ces choses-là. Science appliquée, c'est plus compliqué. Mais science fondamentale, où le cône des possibles s'ouvre devant vous, même si vous savez, lorsque vous faites une expérience, qu'il y a toujours un champ des réponses possibles, ce champ n'occulte jamais la possibilité d'avoir des surprises. Moi, je suis phylogénéticien, je peux vous dire, des surprises, j'en ai. Nous, les scientifiques, nous secouons les surprises de manière à vérifier si elles résistent bien, si ces surprises ne relèvent pas d'artefacts, et si une fois qu'on les a bien secouées, bien tordues dans tous les sens, on les publie à la face du monde, parce que nous pensons que ce sont des surprises solides. Non, tordues dans tous les sens, dans la théorie qu'ils veulent, eux, prouver. C'est bien sûr que c'est comme si vous rentrez dans un magasin, je te dis, dans le magasin, dans le Franprix, je veux que tu ne regardes que des oranges. Donc tu sors du magasin, tu te dis, je n'ai vu que des oranges, parce que ton esprit était programmé à ne voir que ces choses-là. Si dans l'évolution maintenant, les soi-disant scientifiques, ils sont programmés à juste regarder tout ce qui aurait évolué, ils ne vont voir que ça. Et toutes les autres vérités, ils vont les exclure, et ça, ce n'est pas de la science, c'est du charlatanisme. Après, les collègues vont statuer. Mais si vous avez une programmatique de la découverte, il n'y a plus de science. Les sciences sont fondées sur un scepticisme initial sur les faits. Scepticisme, donc déjà la science, la soi-disant science, elle est fondée sur un scepticisme. Donc il est soi-disant sceptique de tout ce qui n'est pas évolution. Donc bien sûr, il veut ne voir que ce qu'il veut. Donc c'est pas de la science, ça. C'est un culte dangereux. Plier la science, alors ça c'est encore plus sophistiqué. Stratégie post-Maurice Egish aux États-Unis, ce qu'on appelle l'intelligent design. Vous avez entendu parler de ça? Alors là, on n'est plus dans la démonstration scientifique de la véracité du contenu littéral d'un texte. C'est encore plus sophistiqué. On prend la théologie naturelle de William Paley, qui est un théologien de la fin du XVIIIe siècle, et on fait passer cette théologie naturelle comme étant de la science. Et là, on est sur un jeu des... Donc déjà, lui, il a défini le mot science comme quoi la science était que de l'évolution. Donc qui c'est qui dit ça? Personne. C'est-à-dire, on va faire rentrer en science quelque chose qui, normalement, dans le contrat d'aujourd'hui... Dans le contrat d'aujourd'hui, voilà. Ça veut dire que... Mais qui dit que le contrat d'aujourd'hui, il est valable? Qui dit que c'est ce qui est enseigné aujourd'hui, ce sera valable? Ça veut dire que la vérité, c'est seulement ce qui se trouve aujourd'hui. Ce n'est pas le cas. C'est pas parce que quelque chose est enseigné aujourd'hui que c'est la vérité. N'en fait pas partie. L'intelligent design est un discours théologique. Je ne veux pas discuter de sa validité. D'après la définition que des hommes, êtres humains, qui sont falsifiables, qui mentent, qui volent, etc., qui ont beaucoup de défauts, ont choisi. C'est ce genre de définition. C'est le cerveau humain. Donc ça veut dire que ce même cerveau humain, il faudrait prouver que comme quoi il serait irréfutable. Je l'identifie comme un discours théologique parce qu'il a recours à ceux dont s'étaient privés les scientifiques il y a 200 ans pour faire... Ils avaient reculé pour mieux sauter, si je peux me permettre. C'est bien parce que les scientifiques ne se permettent pas le recours à une providence omnipotente et omnisciente qu'ils peuvent produire ce qu'on appelle un progrès expérimental. Votre effort expérimental, vous le produisez bien précisément parce que vous ne vous satisfaisez pas dans le champ de l'explication rationnelle du monde réel, vous ne vous satisfaisez pas d'un acteur omnipotent et omniscient qui ferait tout. Il y aurait plus Oui, mais pourquoi ces gens-là, ils devraient se satisfaire de ce que tout viendrait du hasard, du néant, de la sélection naturelle? Ils ne sont pas du tout satisfaits de ça. Ils ont le droit de faire des recherches en tant que scientifiques et même non scientifiques, faire des recherches plus loin pour savoir d'où vient l'univers.
à faire. Si dès qu'il y a une question à poser, vous pouvez mobiliser une explication unique, omnipotente et omnisciente. Mais c'est aussi bête que ça, l'intelligent design. C'est pas si bête que ça, mais en fait, tous les offices, que tout vienne de quoi? Qu'est-ce qui est plus difficile? Que tous les chiens de la Terre viennent de deux chiens dans l'Arche de Noé? Ou alors que tous les chiens de la Terre viennent d'un rocher sur lequel il a plu et c'est devenu une soupe primordiale? Moi, je pense que c'est plus difficile que des chiens descendent d'un rocher que des chiens descendent de deux chiens, n'est-ce pas? Et oui, c'est bête de croire dans un cerveau omnipotent. Qu'est-ce qu'il y a de bête de croire que c'est un cerveau qui est tout fait d'intelligent alors qu'eux ils croient que tout vient du hasard, de rien du tout, du néant du vide. C'est cette hypothèse dite scientifique selon laquelle, lorsque j'ai une difficulté à la paillasse, eh bien c'est plus facile de l'expliquer par un designer qui est dans les cieux, là-haut, que de l'expliquer par la nature, c'est-à-dire variation-sélection. Et eux, ils expliquent quoi? Que c'est plus facile, eux, ils vont tous expliquer que c'est le hasard, que c'est les forces naturelles, que c'est les millions d'années. Donc dès qu'on a des millions d'années, hop, on ne sait pas comment expliquer les origines, tout ça, les scientifiques, donc ils vont dire, hop, ça a pris des millions d'années. C'est dans le non testable. Donc les millions d'années, ce n'est pas scientifique, c'est pas testable, donc ce n'est pas de la science. Bien sûr, c'est plus facile. Mais bien sûr, c'est plus facile. Je ne fais pas offense à votre intelligence. Bien sûr, si vous pouvez mobiliser à tout moment un designer, c'est plus la peine de faire des manips. Mais c'est aussi bête que ça, l'intelligence design. Alors, vous allez voir sur le site web. Mais eux, dès qu'ils disent que tout vient du hasard, ils n'ont plus besoin de. Juste du moment qu'ils ont des dessins qui disent qu'il y a des transitions entre les animaux. Oui, adaptation entre les animaux, les êtres humains, etc. ne veut pas dire qu'ils se sont transformés les uns aux autres. Ça n'est jamais vu, ça n'était jamais observé, ni testé, ni démontré. Ce n'est pas de la science. C'est évidemment agrémenté de biochimie, de contrôle génétique du développement, de régulation du ribosome. Il y a des phénomènes biologiques qui sont qualifiés a priori d'irréductiblement complexes. Exactement. Irréductiblement. Si l'être humain il serait apparu, qu'est-ce qui s'est apparu en premier? Le cœur, le foie, les reins, un bras, une main. Donc la main, elle a vécu toute seule sans que le cœur il amène du sang à la main. Comment c'est possible? C'est irréductiblement complexe. Comment le corps humain aurait vécu sans un cerveau? Comment le cœur aurait vécu sans rein pour filtrer le sang? Comment le corps humain aurait pu vivre sans des pieds pour marcher et pour s'alimenter? Etc. etc. Complexe. Alors il y a des astronomes dans la salle, je ne sais pas, il y a des gens des sciences de la Terre, et quand vous avez une difficulté pour expliquer le monde, est-ce que ce n'est pas un renoncement épistémologique que de dire « Ah, c'est irréductiblement complexe, on n'y arrivera jamais les mecs, stop !» Réponds à la question. Au lieu de critiquer les créationnistes, pourquoi tu expliques pas comment des êtres compliqués seraient venus une partie à une autre et seraient devenus des êtres vivants sans que toutes les parties soient là complexes, n'est-ce pas? Si tu as un vélo, s'il manque juste une partie du vélo, le vélo ne marche pas. S'il manque la chaîne, tu ne peux pas aller nulle part. Si tu as un vélo et tu n'as pas de guidon, où est-ce que tu vas aller? Tu vas tomber. Si tu as un vélo et tu manques une roue, tu ne peux pas aller. Donc c'est pareil pour l'être humain et pour tous les êtres créés. Comment ils auraient pu vivre sans que toutes les pièces soient présentes au début? Jamais les sciences n'ont pu faire un quelconque progrès Évolution. dans un renoncement à cet optimisme épistémologique qui est celui des scientifiques. Au moment où nous rencontrons une difficulté dans l'explication du monde réel, c'est là qu'il faut se creuser. Eux, ils vont se dire, il faut se creuser, il faut dire que tout vient du hasard. Et c'est pas de la science non plus. Les Lénins, j'ai fabriqué la manip la plus féconde, celle qui va en quelque sorte nourrir les collègues, parce qu'ils vont vous éprouver les collègues, et ça fait partie de l'éthos du métier. Les sciences ne sont pas arrogantes, c'est l'inverse, elles sont humbles. La validité d'une assertion scientifique, ou sa légitimité, elle ne vaut que par la possibilité que vous donnez à vos collègues de vous remettre en cause. Ils ne remettent pas beaucoup en cause, parce qu'ils se remettent en cause dans leur théorie, donc c'est pas de la remise en cause du tout. Les gens de l'intelligent design conçoivent la validité d'une assertion précisément à l'impossibilité de la remettre en cause. L'impossibilité épistémologique de la remettre en cause. Le design... Ils sont en train de remettre tout en cause, parce qu'ils sont en train de réfléchir sur tout l'univers, et ils sont en train de prouver que tout dans l'évolution est une religion faussée. Il est omnipotent, il faut bien voir. Qu'est-ce qui est plus difficile? Que tu viennes d'un être intelligent ou que tu viennes de zéro? Franchement, j'ai l'impression de vous dire des choses évidentes, mais on est stupéfait du succès de ces trucs-là aux États-Unis. Les gens... Ça, c'est le mensonge. C'est pas seulement aux États-Unis, c'est dans tous les pays latins, par exemple. Il y a 1 milliard de chrétiens.
de catholiques, 1,5 milliard d'autres chrétiens, il y a 1 milliard de musulmans. Donc c'est-à-dire que la grande majorité des terriens sont créationnistes. Et c'est dans les pays latins comme le Mexique, Argentine, Chili, Brésil, etc. Ne comprennent pas ce que c'est que les sciences et comment elles Corée fonctionnent. du Sud. Donc c'est facile, effectivement, de réintroduire William Paley. La providence est à l'origine de la C'est pas facile, c'est perception, juste que c'est vrai. de l'adéquation entre la forme et la fonction dans le vivant. Ah, revenons à l'œil. Ah, votre œil. Franchement, quand on regarde un œil, c'est trop bien fait, quoi. Le rayon de courbure du cristallin, c'est pile poil ce qu'il faut pour que les rayons lumineux tombent sur la rétine. C'est pas juste ça, c'est que même Darwin a dit dire que l'œil vient de la sélection naturelle. Et je l'avoue, une absurdité, au plus haut point. C'est dans le livre de Darwin. Non, mais c'est ça, l'intelligent design, c'est ça. C'est la métaphore de William Paley, la métaphore de la montre. Je trouve une montre par terre, dit William Paley, j'ouvre la montre, c'est formidable. Chaque pièce de la montre est rigoureusement agencée pour que l'ensemble fonctionne et vous donne l'heure à la bonne heure. Ah oui. La perfection de l'adéquation entre la forme et la fonction dans la montre me fait inférer l'existence d'un horloger qui est à l'origine de sa fabrication. Bah oui. Tu vois une télévision? Est-ce qu'on se dit qu'elle est sortie toute seule ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui a créé la télévision? Il a créé. Là, il y a un PC. Ce PC, il est sorti tout seul ou quelqu'un l'a créé? Il y a écrit Toshiba, donc c'est quelqu'un qui l'a créé ici. N'est-ce pas? Le portable ici. Est-ce qu'un portable comme ça il peut sortir tout seul? Non. Quelqu'un l'a créé. On a ici numéricable. Numéricable, une boîte. Donc la boîte, elle a explosé toute seule? Eh ben non, c'est quelqu'un qui l'a créé. Ici, on a une lampe. La lampe, elle est sortie toute seule? Ben non, il y a une hauteur, il y a une couleur, il y a une forme. Donc, il y a seulement un être intelligent qui les a créés. Et si on a un univers, ça veut dire que tout l'univers ne peut venir que d'un être intelligent aussi. Eh bien, le Paley, je vous rappelle, c'est un raisonnement théologique. Hein. C'est une analogie. C'est-à-dire, on prend ce raisonnement, on transpose la montre aux êtres vivants, on dit, ah, dis donc, le rayon de courbure de l'œil, c'est pile poil ce qu'il faut pour que le rayon lumineux tombe sur la rétine. J'en infère l'existence d'un grand horloger. Bah, designer, voilà le grand horloger. Le problème, c'est que là, on est fin XVIIIe siècle, et que la science n'a pas encore acquis son autonomie politique à l'égard de la théologie. Voilà, elle est en train de dire la vérité. Elle dit que l'évolution n'a pas eu son autonomie politique. Ça veut dire que l'autonomie que l'évolution a maintenant et la solution en science, elle est politique. C'est pas de la vérité. C'est poussé par des financements politiques impressionnants. Mais Johnson, qui est un juriste, je vous rappelle, hein, Philip Johnson, qui a inventé ce machin-là, et qui est juriste, qui n'est pas scientifique. Il n'a pas inventé tout. C'est-à-dire que la création, ça date de milliers et des milliers d'années. Ça fait 6000 ans que les gens parlent de la création, tous les scientifiques qui parlent de la création. Et l'évolution, ça n'a que 550 ans. Il n'y a rien de nouveau à ça du tout. Ramène ce truc-là au XXe siècle et vous dit, voilà une nouvelle science alternative au darwinisme qui va mieux expliquer la complexité du vivant. Bah, s'il y a un designer, c'est plus la peine de faire de la science. Alors, je vous dis ça... C'est pas que, au contraire, s'il y a un designer, ça veut dire qu'on est là en plus de faire la science, parce qu'on découvre ce que Dieu a créé, et on découvre de plus en plus de choses qui sont plus complexes encore, parce que si on est coincé à l'évolution, il y a très peu de choses qu'on peut étudier. Moi, je suis sûr que si la science avait pris en compte la création, on serait largement en avance en science. Ne me prenez pas... Il y a bien des philosophes des sciences qui sont atterrés par la bêtise de l'intelligent design, mais il y a aussi des théologiens qui sont atterrés par la bêtise de l'intelligent design. Dire qu'il y a un théologien qui va lire la Bible, enseigner la Bible et dire que tout vient de l'évolution, il est en erreur. Il a beaucoup de problèmes. Il a une confusion très grande dans son cerveau. Des théologiens intelligents, enfin des théologiens qui ont compris... Intelligent? Comment il peut être intelligent si la Bible dit que Dieu a créé la terre en 6 jours? Comment fonctionnent les sciences refusent qu'on mette sous ce signe, qu'on salisse le travail théologique en quelque sorte du sceau de l'intelligent design. Allez, ma conclusion, et là je vous mobilise pour les scientifiques de la salle, il y a encore plus sophistiqué que l'intelligent design dans les incompréhensions dont la biologie font l'objet. Il y a ce qu'on appelle l'englobement politique, c'est ce qu'on appelle le spiritualisme englobant. Alors là, c'est encore plus sophistiqué. Ces gens-là disent qu'ils récusent l'intelligent design. Comment est-ce qu'on peut être encore plus sophistiqué que l'intelligent design? Eh bien, on fait comme si les sciences constituaient, en tant que production collective d'un métier, une pièce de puzzle à insérer dans un complexe culturel, théologique, la plupart du temps, plus large. Mais ce contexte, conséquence métaphysique de nos découvertes. Le contrat dont je parlais de la John Templeton Foundation aux États-Unis, c'est qu'on exige des scientifiques
à titre de profession, c'est-à-dire non pas à titre individuel, mais à titre collectif, de se mobiliser sur des questions métaphysiques. Alors, ah oui, mais pourquoi pas, se dit-on. Quand on voit par exemple dans Le Monde, journal Le Monde, 22 février 2006, l'UIP fait un encart pour une science sans a priori. Ouvrez-vous. Alors oui, d'accord, on s'ouvre. Et on s'ouvre à quoi? Eh bien, ouvrez-vous, les scientifiques sont convoqués à titre collectif, je répète, à titre collectif, pour prendre leurs responsabilités sur les conséquences métaphysiques de leur découverte. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Moi, j'ai découvert que la morue était plus apparentée au Saint-Pierre qu'elle ne l'était de la Vaudroie. Alors, je me serais attendu à ce que la Vaudroie et la morue soient plus apparentées entre elles. Qu'est-ce que ça veut dire, les conséquences métaphysiques de mes découvertes? Alors, mais en fait, c'est sérieux, là, j'ai l'impression de rigoler, mais je suis sérieux. À titre collectif, nous n'avons pas à prendre parti sur les conséquences métaphysiques de nos découvertes. Le contrat dont je parle. Ça veut dire que même si ça détruit les régénérations actuelles, si les gens deviennent de plus en plus méchants, égoïstes, violents, qui n'ont qu'une moralité sur la Terre, il n'est pas responsable. Il faut qu'ils sachent. Jésus a dit que ceux qui détruisent la foi dans ces petits-là, il vaudrait mieux qu'une une pierre soit liée à son cou et soit jetée dans la mer. Qui a été signé à la charnière du 19e siècle, c'est un contrat d'autonomie politique et métaphysique précisément. Si vous prenez si vous chargez des contraintes métaphysiques sur vos découvertes à titre collectif en tant que profession, vous serez convoqué un jour à la Sorbonne, comme Buffon l'a été, parce que ce que vous aurez découvert ne sera pas compatible avec ce qui sera convenu de penser en métaphysique à un moment donné. Mais pourquoi les gens devraient être convenus de penser dans l'évolution? Ben non. Pourquoi on ne peut pas contredire ce genre de fausse science qui n'est pas prouvé du tout? Pourquoi leur dogme à eux devrait être enseigné, pas notre dogme? C'est pas la science, ça. Ça se prouve qu'ils sont dans un culte très dangereux. Un culte où ça veut dire que si on ne suit pas le dogme du gourou, de gourou Darwin, on ne peut pas être dans ce culte. Et on n'a pas le droit d'examiner ce qui est hors du culte. Ça veut dire que c'est vraiment un culte, le culte du darwinisme. Notre autonomie, nous scientifiques, on la doit à notre abstinence métaphysique et politique. Voilà. Il est en train de dire que nous, scientifiques, nous nous abstinons de tout ce qui est métaphysique, spirituel, etc. Et donc, bien sûr, ils ne peuvent que enseigner des choses du hasard qui n'a pas de preuve scientifique. Vous ne mettez pas, à la fin de votre papier, vous ne spécifiez pas vos options politiques personnelles ou vos options métaphysiques personnelles. À aucun moment. Le papier serait refusé, de toute façon. Donc, on n'a pas le droit. Donc, c'est impressionnant. Même un scientifique n'a pas le droit de dire que s'il trouve... Il est en train de dire que s'il trouve, un scientifique trouve comme quoi tout viendrait de Dieu, et que tous les terres étaient créées en 6 jours, il n'a pas le droit de l'écrire. C'est un dogme, c'est un culte dangereux, l'évolution. Les sciences n'ont acquis leur autonomie que par cette abstinence. Il y a donc une dimension collective et une dimension individuelle qu'il faut respecter. Libre à chacun, alors ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit, à l'échelle individuelle, libre à chacun bien sûr d'opter chez soi pour l'option métaphysique ou politique de son choix. Chez soi, on est religieux, on fait ce qu'on veut, mais les scientifiques, nous, on a un dogme, on a fait un serment, il nous dit, comme quoi on ne parlera jamais de Dieu. Mais mélanger ceci avec des connaissances scientifiques qui ont été collectivement validées, et surtout le mélanger... Collectivement validé, ça veut dire qu'un groupe s'est validé ce genre de truc scientifique, évolution, mais c'est pas validé dans la vérité. C'est-à-dire en tant que scientifique, est une entorse à la déontologie du métier. Déontologie du métier, il est dans la déontologie du métier, c'est-à-dire que le métier, il interdit la vérité. Imaginez-vous, vous travaillez dans un métier, ils vont vous interdire de parler de la vérité. Vous avez à l'UIP des fédérations de chercheurs, Trix Zaltman qui est passé la semaine dernière encore chez Mathieu Villard, le plus spiritualiste des astrophysiciens, dit clairement, moi je suis bouddhiste et astrophysicien et je ne fais pas la différence. Ben si, il faut faire la différence parce que la science, dans la validation collective des affirmations expérimentales, dans leur validation collective, sont d'essence laïque, sont tacitement donc laïque. Donc si c'est laïque, bien sûr, ils ne pourront jamais trouver Dieu. Mais si la vérité, c'est de parler de tout ce qui est la vérité, d'où que ça vienne. Ça veut dire qu'ils ne sont pas dans la recherche de la vérité, du tout. Si les évolutionnistes étaient dans la recherche de la vérité, ils parleraient de la création, de l'évolution, de tout ce qui vient de la vérité. Il y a beaucoup de preuves comme tout vient de Dieu. La terre, les empreintes de
dinosaures à la rivière de Poloxy, ça prouve comme quoi les hommes et les dinosaures vivent ensemble. Donc pourquoi ils ne parlent pas de ça? Parce qu'ils n'ont pas le droit. Donc ils sont dans un culte. Ils sont dans un culte, ils n'ont pas le droit de parler de la vérité. Ils n'ont le droit que de parler de leur dogme cultique de Darwin. Laïque. Qu'est-ce que ça veut dire? Le contexte de validation des sciences est tacitement laïque, bah, c'est tout simplement, tacitement, sans qu'on ait besoin de se le dire, sans qu'on ait besoin de parler de laïcité même, mais sans qu'on ait besoin de se le dire, au laboratoire, nous laissons nos options métaphysiques personnelles au vestiaire. Incroyable. Même s'il trouve de la vérité dans les laboratoires, même si le laboratoire lui dit Dieu a créé la Terre en 6 jours, il laissera ses vérités au vestiaire. Et s'il trouve ça, il le met à la poubelle pour ne trouver que des choses qui viennent de Darwin. Incroyable. Menteur. Les évolutionnistes, c'est un groupe de menteurs. Ne chargeons pas nos expériences de ces options. Et les sciences n'ont pas pour programme de valider telle ou telle option métaphysique. Les sciences n'ont pas de programme de valider quoi que ce soit qui n'est pas évolution. Incroyable. Donc c'est un groupe de menteurs. Quelle qu'elle soit, hein, vous pouvez vraiment tout imaginer, bah, c'est pas à titre collectif, c'est pas notre métier que de traiter de ces questions-là. Il y a de la place pour les philosophes, il y a de la place pour les théologiens, et quand je dis ça, je ne le dis pas de manière péjorative. Si on veut organiser correctement un dialogue entre sciences et société pour traiter ces problèmes qu'ont l'évolution en dehors des sciences, eh bien il faut d'abord commencer par identifier les périmètres de légitimité, et chacun a son périmètre de... Périmètre de légitimité. C'est pour ça que qui c'est qui définit ces périmètres? Un homme. Mais qui est cet homme? Où est-ce qu'il habite? 17 rue du Coucou? Deuxième étage à droite? Bonjour monsieur, oui, c'est vous? Oui, c'est moi. Entrez. Donc qu'est-ce que vous faites? C'est moi qui fais les périmètres. Les périmètres, c'est quoi? 4 mètres, 3 mètres cubes? Les périmètres. Qui c'est qui définit les périmètres? Le mec, et vous êtes infaillible? Oui, moi je suis infaillible, ne vous en faites pas. Et c'est vous qui définissez tous les périmètres? Oui, oui, c'est moi qui définis, je suis totalement infaillible. Ah bon, d'accord. Mais non. Dans ces périmètres, ça veut dire que déjà, c'est pour ça que un débat, il est perdu, surtout au début quand on parle du mot science, la définition du mot science. Si le mot science veut dire évolution, bien sûr, ils sont dans leur truc. Mais c'est-à-dire que le mot science veut dire connaissance, de qu'elle vienne. Et si la science veut dire seulement évolution, donc il rentre dans un dogme dangereux. De légitimité, les problèmes viennent quand finalement on les mélange et on se marche sur les pieds. Merci de votre attention.